Le Globetrotter en action avec les jeunes ambassadeurs et en particulier le président fondateur. C'est comme ça qu'il faut t'appeler, Alain, président fondateur? Tu peux le faire, en effet, en 2001. La Chambre de commerce est venue me chercher. C'est la Chambre de commerce qui avait inventé ce terme jeune ambassadeur, ce n'est pas moi. Ils m'ont demandé de m'en occuper, de prendre la présidence, ce que j'ai accepté de faire. Et pour ce faire, en 2001, je suis allé chercher Gérard Collomb, un homme de gauche qui venait d'être élu, un homme du centre, Michel Mercier, et une femme de droite, Anne-Marie Comparini, pour démontrer que justement il fallait qu'on soit en dehors des clivages politiques et les réunir, les fédérer autour d'un programme fabuleux, très proche de ce que l'on connaît maintenant. Mais, je l'avoue, donc 2001, il y a déjà presque 20 ans, jamais je n'aurais pensé que ça allait prendre autant d'importance. En 2019 maintenant, presque 20 ans après, c'est un programme avec presque 2700 étudiants de 50 nationalités différentes. C'est un élément d'embellie fabuleux. Je suis très heureux d'avoir participé, modestement à l'époque, mais avec mon cœur pour autant, et continuer maintenant à m'engager. Pourquoi en 2001 ils sont venus te chercher? Parce que qui tu es, on ne sait pas qui tu es en fait. Bah, eux devaient le savoir. Ils savaient déjà que j'étais un peu fou, un peu dans l'excès de verbe, l'excès d'engagement, mais dans la vérité d'engagement aussi. Ils savaient que l'homme de lumière que je suis, l'architecte lumière, j'avais créé un peu avant la fête des lumières et le plan lumière avec Michel Noy et Henri Chabert, et que j'avais cette passion de communication entre nos pays. Ils savaient déjà que je travaillais, à l'époque c'était 30-40 pays, maintenant dans 80 pays, donc je continue. Et cet éclectisme, cette ouverture sur les autres et les autres pays les intéressait. La Chambre de commerce qui avait compris ça est venue me chercher en disant « Alain, c'est toi qui peux le faire. Il faut s'il te plaît que tu restes ». Au départ, je suis venu pour une soirée, puis je suis resté pendant 3-4 ans comme président, et j'en suis président d'honneur maintenant. Mettre en lumière la ville de Lyon, mettre en lumière la France, mettre en lumière le monde entier. Quand j'ai démarré, il y a 42 ans cette fois, 42 ans, en 1976-1977, en créant Architecture Lumière, personne ne me croyait. Personne n'était prêt à me suivre. Il fallait être fou comme je le suis pour démontrer, avec beaucoup de force, que la lumière est l'écriture de l'architecture, du patrimoine, et qu'il fallait à ce titre en faire un vrai métier, un métier noble. J'ai démarré dans la difficulté. Les 10 premières années, je crevais de faim, parce que personne n'était prêt à reconnaître mon métier. La deuxième dizaine d'années, les gens reconnaissaient mais ne savaient pas comment me payer. Et comme il y a 40 ans maintenant, ben voilà, je trouve un peu l'équilibre. Et ça me permet d'aller jusqu'au bout de la logique. Ce que j'avais dit, c'est que moi, je ne suis pas dans le paraître ou dans les paillettes. J'ai un ego que j'ai soigné. Je suis surtout dans l'engagement au service de l'architecture, du patrimoine, de l'histoire de nos pays. Et j'avais trouvé que Lyon était une ville belle, mais qui dormait, qu'il fallait réveiller. Nous continuons notre rencontre avec Alain Guillot. Alain, Lyon est la ville lumière. Est-ce que c'est de là que tu as eu l'idée de mettre la ville en lumière? Alors, cette ville lumière est ma ville depuis 40 ans. Moi qui suis né à Saint-Étienne, je suis venu à Lyon avec l'absolue conviction que c'était à Lyon qu'il fallait que je puisse exprimer ma passion de la lumière au service de l'architecture. Cette ville de Lyon, deuxième ou troisième ville de France, peu importe, une grande ville, une grande métropole avec une belle architecture, un beau passé, une belle histoire. Il y avait déjà une fête des lumières religieuses, celle-ci. L'histoire est trop belle pour qu'elle soit fausse. On dit, mais l'histoire est belle, donc je l'affirme maintenant, que la Vierge Marie aurait sauvé la ville de Lyon de la peste. Et en remerciement, tous les Lyonnais, toutes confessions confondues, mettaient sur l'appui de fenêtre des verres, VE2RE, un verre à boire. Et dans ce verre, ils mettaient une petite bougie. C'était beau, c'était beaucoup d'émotions. Quand j'étais enfant, adolescent, je rêvais de ça. Malheureusement, cette fête s'est moussée. Il a fallu en 1989, sur la mandature de Michel Noy et Henri Chabert, une prise de conscience. Ils sont venus me chercher pour me confier un plan lumière que j'ai fait et une fête des Lumières. Il m'est appartenu de créer ex nihilo, le 8 décembre 1989, une fête que j'ai démarrée place Kléber et place Maréchal Lyotet. C'est bien modeste à l'époque. Si on avait 300 000 visiteurs, c'était le bout du monde. Et on en a 20 ans après, presque 20 ans après, on en a presque 4 millions maintenant. Et fort de ça, j'ai pu développer mon métier d'abord au service de la ville de Lyon, Noir, Raymond Barre, Gérard Collomb, et j'ai demandé à ce dernier après de prendre un peu de recul parce que je m'épuisais de rester toujours en place. Donc je travaille maintenant dans 80 pays au monde, donc c'est passionnant, un peu usant pour mon dos et pour ma vie personnelle, mais passionnant pour mes engagements et pour mes passions. Allez, au hasard, je te dis une ville, Saint-Pétersbourg.
J'ai le bonheur de mettre en lumière particulièrement plusieurs sites et particulièrement le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, le grand musée d'hiver de la Grande Catherine. En effet, sur un partenariat, sur une idée d'Henri Chabert disparu maintenant, il nous a appartenu d'aller voir Sobchak, le maire de Saint-Pétersbourg, pour le convaincre que son musée sur la Neva était magnifique et qu'il fallait le mettre en lumière. Il n'avait pas d'argent, on lui a offert ce projet. Et comme le conservateur de ce musée était un homme particulièrement difficile, il ne voulait rien voir. Donc on a fait inventer des projecteurs par des bénéfactoriés qui nous accompagnaient. Il y avait particulièrement celui qui à l'époque était le premier au monde, le groupe Philips. Et le groupe Philips a inventé un projecteur qu'ils ont d'ailleurs appelé, pour la petite histoire, c'est drôle, c'est amusant, je le redis, qu'ils ont appelé HRM, en se trompant, puisque l'Ermitage à Saint-Pétersbourg s'écrit Ermitage ER, il n'y a pas de H. Mais il s'était trompé dans le nom de code, et le projecteur restait avec un nom de code HRM. Je l'avais fait peindre aux couleurs de la façade, ce qui fait que le conservateur, après ces tests qui nous ont permis d'avoir son aval et son feu vert, il ne les avait même pas vus. Es-tu prêt à la question vérité, comme je l'appelle? Pardon? Est-ce que tu es prêt pour la question vérité? Oui, bien sûr, toujours. On parle d'éclairage ou de mise en lumière? Ah, merci à toi. Merci à toi. Alors, sans tomber dans un débat sémantique, c'est pourtant une énorme différence. Dans nos métiers, il y a 20 ans, il y a 30 ans, moi le premier, on n'avait pas le choix, on proposait des schémas d'éclairage. Très clairement, cela signifie qu'on avait de gros projecteurs qui étaient, comme son nom l'indique, des éléments pour projeter une lumière émise. On était en face d'un bâtiment ou avec des bras de déport, c'était vilain, c'était gros, et on projetait tout. Donc on abîmait le ciel, pollution, on abîmait les yeux des spectateurs, les passants, les touristes, et on plaquait plus de sensibilité, plus de beauté, les architectures étaient gommées, il n'y avait plus d'ombre. C'était il y a 30 ans. Avec les techniques actuelles de LED, diode électroluminescente appelée communément LED, on arrive maintenant à proposer des partitions de mise en lumière. De l'éclairage, nous sommes passés à la mise en lumière. Les projecteurs, les réglettes sont sur le bâtiment, sur les corniches, sur les appuis de fenêtres, sous le bâtiment, dans le sol, sur les trottoirs. On fait en sorte que la photométrie aidant, on vient bloquer l'émission de lumière sur les derniers éléments de modérateur de l'architecture pour que rien ne passe dans le ciel. On n'a plus d'éblouissement pour ceux qui sont en face. Et surtout, on arrive à trouver le détail, les beautés des modernes natures pour les exprimer dans leur délicatesse. Et comme les LED ont cette capacité rare d'avoir une rapidité de réaction, et avec aussi une pluralité de couleurs qui permet d'écrire des partitions en couleur aussi, on arrive à créer une véritable histoire. Et il était une fois un bâtiment, l'être humain que nous sommes, on ne s'habille pas de la même façon tous les soirs. Pour les fêtes, on s'habille différemment. Moi, je pense que les bâtiments ont aussi le droit à s'habiller en fête quand il le faut. Et on les aide à s'habiller en fête pour des fêtes. On les aide à parler à tout le monde avec des couleurs, avec une communication. Que penses-tu de ces scénographies maintenant qui font qu'on transforme les murs carrément en écran, on habille tout cela? Alors, dans nos métiers communs, il y a un terme anglo-saxon que je comprends un peu qui s'appelle le mapping. Je n'aime pas ce terme. Moi, je préfère utiliser un mot français plus romantique, plein de poésie, qui s'appelle parole et lumière. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Le but est d'avoir de gros projecteurs avec une technique très particulière qui permet de projeter une image qui est calibrée souvent au millimètre près pour venir chercher exactement la délicatesse d'une architecture sur une fenêtre, sur un appui, sur des éléments du sacré, de la beauté de l'architecture. Et ceux qui font ça, ils sont de talentueux peintres en lumière. Ils arrivent à l'isoler dans le cadre de l'élément qui est projeté sur ces gros projecteurs, par ces gros projecteurs, ce qui permet d'avoir une définition remarquable. On peut raconter une histoire qui se renouvelle, puisque sur le même bâtiment, on peut mettre en évidence plein d'éléments. J'ai un exemple. C'est un de mes amis qui a fait ça, celui qui a fait les murs peints à Lyon, Gilbert Coden. Il avait fait avec un partenaire il y a 2 ans sur la place des terreaux à Lyon, sur le mur du musée des Beaux-Arts. Il avait sorti les œuvres d'art au sens virtuel du terme, au sens second du terme, pour les photographier. Il les projetait sur la façade, il les déstructurait, il les reconstruisait. Il y a eu un élément incitatif remarquable qui a fait que tous les gens qui voyaient ça disaient « mais pourquoi on n'a jamais visité ce musée ?» Donc il y a un élément qui a boosté le nombre de visiteurs, c'était fait pour ça aussi, qui a donné à vivre, qui a donné à aimer, qui a donné à connaître. Les enfants, les moyens, les grands se sont dit « mais c'est notre trésor ». Et c'est vrai que ce musée est un des plus beaux après Paris.
et ça valait la peine. Il y a une très belle fondation avec une donation très importante il y a quelques années, une très belle collection. Le musée est magique au niveau de ce petit parc très romantique qui nous permet de traverser pour aller à l'entrée des musées, c'est remarquable. Et ce travail qui a été fait est très beau. Un autre ami qui est à la tête d'une entreprise qui s'appelle Spectaculaire, qui est une belle boîte avec beaucoup de poésie aussi, beaucoup de talent, un immense talent. Il est installé dans l'ouest de la France, il travaille dans le monde entier. Il avait eu l'audace de faire une histoire. Il était une fois un petit garçon qui racontait son histoire avec une voix qui tremblait. Il disait, papa, maman, suis-moi, viens-moi. On va changer la ville de Lyon l'année. Et ce petit garçon et sa petite sœur nous ont fait rêver. Et les Lyonnais, les enfants particulièrement, avaient tous envie d'aller chercher ce petit peintre qu'on voyait sur la façade pour dire, bah, écoute, tu nous fais aimer Lyon, on va s'en occuper maintenant, on va s'attacher à notre ville pour mieux la connaître, pour mieux la servir. Et c'est le côté merveilleux, les sociologues appellent cela le phénomène de réappropriation affective de l'urbain. On n'a plus envie de taguer, on n'a plus envie d'abîmer, au contraire, préserver, aimer. En août 2018, au Palais des Papes à Avignon, il y a eu Mirabilis. Et puis, après, malheureusement, la triste image de Notre-Dame de Paris, nous avons fait une émission spéciale avec Chérif, avec Bernard, sur la symbolique des monuments. Et je me rappelle qu'en Avignon, l'an dernier, il y avait des gens qui avaient été choqués. Est-ce qu'on peut faire ça partout, sur n'importe quel monument? Parce qu'il y a des choses qui sont, j'allais dire, sacrées ou des monuments protégés, des monuments historiques. Est-ce qu'on peut faire ça partout? Alors, la question est intéressante, elle doit répondre à un vrai débat à travers plusieurs personnalités. L'homme, la femme seule, quel que soit son talent, ne peut pas gérer, ne peut pas décider seul. Donc il faut une équipe pluridisciplinaire qui se pose autour d'une table et qui dit qu'en est-il, que peut-on faire, que faut-il ne pas faire. Et je crois qu'effectivement dans certains cas, il faut dire, là on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que c'est trop sensible, c'est trop beau, c'est trop fragile. Le geste lumière viendrait dénaturer, viendrait déstructurer. En revanche, dans un certain cas, on peut se dire ce que l'architecte de l'époque du vivant de la construction n'a pas voulu faire, n'a pas su faire parce qu'il ne le savait pas, nous permet peut-être maintenant de trouver une partition lumière qui va accompagner, qui va démultiplier le site pour lui donner une autre valeur. Je donne un exemple. J'ai eu le bonheur un jour d'être appelé pour mettre en lumière l'abbaye de Ronchamp du Corbusier. L'abbé qui s'appelait l'abbé Bolreda, René Bolreda, décédé maintenant, m'avait dit moi jeune homme, je ne veux pas, de son vivant le Corbu l'avait pas fait, donc moi vivant il n'y aura jamais de lumière. Je lui ai dit, écoutez abbé, j'ai une mission, laissez-moi l'honorer, je fais un test. Et c'est vous qui jugerez. Si vous n'aimez pas, vous couperez tout, vous le direz au maître d'ouvrage que vous n'en voulez pas, c'est votre droit et je respecterai. Donc je procède à un essai et le soir, il était, pour ceux qui l'ont connu, il était blessé, il avait un handicap, il a des cannes, pire que moi j'en ai une mais de façon temporaire, lui il en avait deux pour toujours. Donc il boitait beaucoup et il me suivait pendant j'avais fait un test important pour essayer de le convaincre. Puis il ne me répondait pas, je lui dis écoutez abbé, au bout d'une demi-heure, j'ai bien compris, vous n'aimez pas, dites-le moi. Il dit rien. Il sort de sa poche un boîtier, il avait un boîtier électronique et sur ce boîtier, il appuie sur un bouton qui fait sonner les cloches, il était minuit, l'abbaye de Ronchamp. J'ai dit, mais abbé, que faites-vous? Il se met à rigoler. Il dit, Alain, tu as gagné, je fais venir le village. Le village a cru qu'il y avait le feu, ils sont tous montés, ils ont tous aimé. Et Bolreda a dit, oui, ce jeune homme, Alain Guillaume, il a gagné, on va faire la mise en lumière. Et à l'époque, il m'a dit, je ne voulais pas parce que de son vivant, le Corbu n'avait pas fait, donc pour moi, il ne voulait pas de lumière. Et je lui ai dit, mais abbé, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Il ne pouvait pas proposer quelque chose qui n'existait pas. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, et puis en particulier, malheureusement, on a eu des images ignobles le lundi soir, au mois d'avril. Aujourd'hui, il y a des architectes qui ont proposé, Alain, de mettre Notre-Dame de Paris en lumière. Si toi, aujourd'hui, on te proposait de t'occuper de Notre-Dame de Paris, que ferais-tu? Alors, plusieurs éléments d'abord. Pour répondre à ton interrogation, ta question, c'est sûr que c'est un drame. Ce qui s'est passé le 15 avril, il y a très peu de jours maintenant, c'est un drame. Que Notre-Dame de Paris, une icône mondiale, disparaisse presque, en tout cas brûle beaucoup, c'était catastrophique. Quelles que soient les causes, quelles que soient les raisons, il y a forcément il y a sûrement des éléments un peu troubles qu'on finira par trouver un jour, mais ce n'est pas le propos. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'elle n'est plus là pour le moment, en tout cas pour sa flèche et pour une partie signifiante, sa toiture. Il y a deux débats qui mobilisent actuellement le monde entier. On a vu débat que le premier élément, il y a un engouement extraordinaire puisque le montant financier est réuni à 1 milliard d'euros. Je pense que c'est largement suffisant pour faire les travaux que l'on veut faire. Quel type de travaux? C'est ça là justement la grande question qui va diviser beaucoup, qui va heurter. Les gens vont se battre sur ce dossier.
En effet, où on reprend des techniques anciennes pour le refaire à l'identique, la flèche, pourtant elle n'est pas d'époque, elle n'a pas 8 siècles, puis elle est le duc, elle a 1 siècle seulement, et la toiture, refaire les chaînes de l'époque. Alors, je livre mon opinion à moi. Moi, je pense qu'une cathédrale mettait à l'époque entre 50 ans et 1 siècle et beaucoup plus pour se construire. De ce fait, on partait de l'art roman pour arriver à des éléments beaucoup plus près de nous. Et c'était la manifestation d'un talent qui évoluait, d'une culture qui se modifiait. Et pourquoi pas ne pas se dire maintenant, en 2020 bientôt, si on dit 5 ans pour le refaire, est-ce qu'on ne peut pas apporter justement un point de notre époque pour démontrer que cette cathédrale qui représente un message s'occupe et s'intéresse à notre époque maintenant et pas seulement tourner vers le passé mais tourner vers l'avenir. Bon, c'est le débat qui est le mien, on est dans un débat là aussi très difficile et j'entends qu'on puisse accepter tous les débats. Il y aura forcément un vote dans une grande majorité avec les sachants, les référents, les architectes en chef des monuments historiques, les architectes des bâtiments de France et tous ceux qui ont plus que d'autres un élément. Alors pour répondre aussi à la question, bien évidemment, j'ai déjà été appelé pour envisager une mise en lumière. Bien évidemment, l'architecte lumière que je suis, ça l'interpelle, j'ai envie. Mais je me dis, ayant dit ça, est-ce que j'ai le droit de faire de cette flèche qui est un élément religieux intense, un élément qui pourrait s'apparenter à une fête foraine, un élément qui deviendrait un étendard peut-être, une icône sans doute, mais aussi un phare. Donc je dis, j'hésite. En tout cas, si on devait le faire, je proposais que ce soit une partition à plusieurs strates de modification et d'allumage, à savoir qu'on peut allumer aux heures pleines à certains moments, battre comme un clocher d'église, on entendait dong, tiens, il est 8h, il est 9h, faire la même chose avec des petites ponctuations. Et puis pour des grandes fêtes cultuelles ou culturelles, oser lancer carrément les couleurs, mais de temps en temps et seulement de temps en temps. Donc c'est un débat. En ce qui concerne la partie de la couverture, on disait que c'était une forêt. L'image est belle, la parabole est belle, mais il nous faut tellement d'arbres, tellement de chênes, et puis ça brûle quand même un chêne, même si ça brûle difficilement. Je me demande si on ne peut pas justement oser une nouvelle toiture vitrée, de façon à ce qu'on voit le ciel, de façon surtout la nuit avec les étoiles, et que ce soit un élément qui apporte une redécouverte de Notre-Dame. Que Notre-Dame devienne à ce titre, à l'image de ce que Victor Hugo avait écrit dans Les Misérables, un élément de renaissance, de réécriture de l'architecture, mais aussi de renaissance pour tous les misérables. J'aimerais, c'est pompeux, mais je souhaiterais qu'on puisse tous se mobiliser pour dire aux grands partenaires mécènes qui ont mis beaucoup d'argent, bravo, merci, il ne faut pas les critiquer. Les 200 millions d'Arnaud, les 100 millions de Pinault, il faut leur dire bravo. Mais mettez maintenant, vous qui en avez les moyens, la même chose pour que plus personne dorme dans les rues. J'ai appris récemment que 500 enfants dorment chaque nuit dans les rues. J'ai honte quand j'apprends ça. Ça, je dis plus jamais ça. Que les personnes âgées, abandonnées et faim n'osent pas, on les voit pas mendier, mais ils ont faim, c'est pas normal. Que des gens soient abandonnés. Je crois que cet argent, et ça peut être un électrochoc, un élément de prise de conscience, une véritable renaissance au sens républicain du terme, au sens biblique du terme, mais au sens aussi de nos cœurs. Et nos cœurs doivent à ce moment-là laisser passer un message. Je pense que cela est possible. Dans un drame difficile, ça peut devenir quelque chose d'exceptionnel pour demain et pour après-demain. Allez, dernière question pour clôturer. Est-ce qu'il faut toujours mettre de l'affectif dans le business? Parce que là, tu parles d'affectif. Ah, moi, je ne sais parler que comme cela, avec mon cœur, avec ma passion. J'en mets partout, quelquefois peut-être un peu trop, mais jamais trop, je pense, parce qu'il y en a tellement qui n'en mettent pas du tout dans l'affectif. Donc, il faut d'abord jouer dans des valeurs cartésiennes, dans des valeurs factuelles, dans des valeurs d'authenticité. Et dès qu'on a cadré avec de vraies valeurs de respect, osons à ce moment-là s'intéresser à l'autre, s'intéresser aux autres, s'intéresser à leur culture, à leur parcours, les interroger, parler avec eux, dialoguer avec eux. Et l'affectif permet cela. S'il n'y a pas d'affectif, on n'ira jamais voir les gens, on n'ira jamais leur tendre une main. C'est quelque chose de nouveau qu'il faut, je crois, inculquer, donner pour demain à nos enfants, à nos petits-enfants. Moi, je vois les enfants dans les rues, n'osent plus communiquer. Il faut qu'un enfant ose dire à une adulte, dans un métro, dans un ascenseur, « Bonjour, je m'appelle un tel, voilà ce que je fais, et toi tu fais quoi? Est-ce qu'on peut parler ?» C'est une très belle clôture. Merci.